à tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie, l'émission exigeante, sensible et pointue sur le petit et le grand écran avec, comme à chaque fois, un sacré mélange des genres. Nous commencerons par une rencontre dynamique avec Audrey Lamy. Celle-ci nous ravit toujours autant au cinéma, par sa gouaille et son côté rentre-dedans. Elle est l'héroïne de la super interview. Celui qui nous confie cette semaine ses envies de cinéma et de série est un prof pas comme les autres. Charles Pépin enseigne la philosophie à ses élèves en leur projetant des films comme Matrix, une extra interview passionnante signée Charlotte Bloom. Enfin, la leçon de mise en scène de la semaine, c'est celle de Bruno Podalides. Comment parvient-il, à partir d'une histoire toute simple, à nous plonger dans la poésie et le surréalisme? Réponse dans le screen parfait de Stéphane Charby. Mais tout de suite, Isabelle Claire ne garde que le meilleur de l'actualité du cinéma et des séries. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. L'homme de la semaine, c'est lui, Peter Lord, un des génies à l'origine du fameux studio anglais Aardman, studio de films d'animation qui donne gaiement dans la pâte à modeler depuis 4 décennies. Le dernier né du studio, Shaun le Mouton, héros d'une série télé britannique, est passé sur grand écran il y a 2 mois et a marqué les esprits. I think there's a philosophy at Aardman. It's quite hard to explain. We want to be accessible. We want people from every culture to like what we do. The first films we made was for a TV program designed for deaf children, so we had to make stories without words. Now with Shaun the Sheep, we've come back to it again. Pas de dialogue, certes, mais un esprit british présent à chaque gag et dans tous les films. Chez Aardman, on joue à la pâte à modeler depuis 40 ans et on reçoit des Oscars, mais on n'oublie jamais l'essentiel. Derrière l'animation, il y a un coup de crayon, et ça, d'autres studios talentueux comme Ghibli ou Pixar l'ont bien compris aussi. אלוהים, אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. בעלך בגן עדן. הוא מוסר לך דש. בעלי? אני רווקה? L'excellente surprise de la semaine, c'est Fin de partie, un film israélien sur un sujet difficile, la fin de vie chez les personnes âgées. Pas de panique, le film est aussi drôle que délicat, la photographie y est très belle et l'humour grinçant à souhait contrebalance totalement le propos. Quand Rire de la mort devient un pari de cinéma réussi, on n'a plus qu'à applaudir dès demain avant que la faucheuse ne nous les coupe et le reste avec. You know where Neil Sampat is? What are my rights in this situation? La bonne nouvelle de la semaine, c'est le retour de The Newsroom, la série journalistique par excellence qui se passe au cœur d'une chaîne d'information en continu. Mr. Sampat tell you the name of the source? Yes. Did he tell you anything else about the source? Yes. Will you tell us the name of the source? No, sir. Ultra cynique et réaliste, ce bon vieux Jeff Daniels n'a pas volé son Emmy Awards du meilleur acteur dans une série dramatique. Toujours axée autour de faits réels, comme les attentats de Boston en 2013, la série tape sur les citoyens qui se prennent pour des journalistes et, une fois n'est pas coutume, le showrunner Aaron Sorkin a découpé cette 3e et dernière saison de main de maître. He called politicians out, he called issues out, he called people who just blindly, ignorantly support such and such out of fear, and I think people are desperate for that. Good show, everybody. Une série forte qui nous rappelle que le journalisme a des valeurs au cas où on l'aurait oublié. Good evening. Ne quittez pas, dans quelques instants, un voyage dans le temps pour un hommage à Gaumont et à la formidable histoire qui lui est liée, celle du cinéma bien sûr. Elle est blonde, sa frange souligne ses yeux rieurs et son minois ultra expressif. Sur scène, elle ose tout, parle crûment, un vrai clown, sexy et girly. Et à l'écran, elle est tout aussi drôle et bavarde. Aujourd'hui, je rencontre Audrey Lamy. Révélée par la série Scène de ménage et par son rôle de bonne copine grande gueule dans tout ce qui brille, cette trentenaire pétillante multiplie les bons choix de comédie, mais séduit également dans des rôles bien plus sérieux. Bonjour, enchantée. D'ailleurs, elle mêle le rire à l'émotion dans le nouveau film de Charlotte de Turckheim, Qui
lycées les plus forts, une comédie sociale qui fait la part belle aux personnages féminins. Alors, Audrey Lamy aurait-elle trouvé la solution miracle pour ne pas se laisser enfermer dans un style? Malgré son énergie débordante, a-t-elle fait le tour des personnages exubérants? Rencontre. Tu vas en trouver un boulot. Pas aussi génial que le mien, mais tu vas en trouver un. Salut, Kikilou. Depuis Cuisine Affirmée, Céline a fait du téléphone rose. Ah oui, c'est bon. Je suis téléopératrice, en fait. De la pornographie. Charlotte de Turckheim, dites-vous que vous êtes sa fille spirituelle. Oui, c'est hyper gentil. Moi, je vous avouerai que j'ai eu un gros coup de cœur pour Charlotte et que je connaissais absolument pas. Et je trouve que c'est des personnages qui sont hyper attachants. Et puis, c'est des femmes couillues, quoi. C'est des femmes modernes. Et ça faisait du bien aussi de voir des rôles de femmes qui prennent un peu de place et qui soient pas juste des faire-valoir ou des cocus qui apprennent à la fin du film qu'elles sont cocus. Mais c'est ce truc-là qui va pas. On dirait la tête de Beyoncé sur le corps d'Angela Merkel. Ces femmes sont aussi très belles. Il y a une vraie volonté de pas être misérabiliste, qui peut être le cas parfois des comédies sociales. Ouais. Combien de temps on passait à se maquiller, à se coiffer sur ce tournage? Très peu de temps. Non, tu sais pas carrément, tu sais pas. Samedi, il y a 20 000 bites au garde à vous qui vont vous regarder en clignant des couilles. C'est ça qui est génial, c'est que le film parle quand même de jeunes filles qui se retrouvent au chômage, qui n'ont pas une thune, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de quoi changer, enfin réparer le chauffage, qui ont le frigo vide. Enfin, je veux dire, qui sont vraiment en grande détresse et qui n'ont pas une thune, quoi, vraiment. Et on rentre pas dans la caricature où elles ont les cheveux gras, il leur manque 3 dents et elles ont des doubles foyers parce qu'elles sont pauvres. Pas du tout. Enfin, je veux dire, au contraire, et la volonté de Charlotte, c'était qu'on reste féminine. Et c'était important, d'autant plus que les rôles pourraient très bien être joués par des hommes. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont poulues, il y a un côté un peu girl power, un peu battante. Toi, t'as intérêt à te bouger le cul vite fait parce qu'elle va faire une grosse connerie. Et tu vas la perdre pour toujours. Là, écoute-moi bien. Tu vas l'appeler, tu vas l'inviter à bouffer. Et quand elle aura bien picolé, tu lui dis que tu l'aimes et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo, toi? Tu lui dis je t'aime. Je t'aime, Sam, je t'aime. Je suis complètement redonne de toi. Est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux des gosses? Combien tu veux de gosses? Quelle couleur tu kiffes pour mon espace? Après, on s'en fout, t'improvise. Mais pas trop quand même. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de vos rôles. Je trouve que vous avez à la fois, vous jouez souvent les filles couillues et girly en même temps. C'est vrai, vous avez raison. Oui, parce que même le rôle de Carole dans Tout ce qui brille, c'est une coach sportive. Elle garde quand même sa féminité, même si elle a une gouaille et qu'elle est assez... Ouais, c'est vrai, mais vous savez, j'ai travaillé avec Alex Lutz et il me disait ça aussi. Quand il a mis en scène mon spectacle, il m'a dit c'est pas parce que t'es drôle que, voilà, encore une fois, il faut que tu te comportes comme un mec sur scène. On garde ta féminité, mets-toi une petite robe. C'est Sylvie Joly, je crois, qui mettait du parfum avant de monter sur scène et il me disait je trouve ça génial que cette nana-là reste féminine et voilà, c'est attirant aussi d'avoir une jeune fille, elle a le droit d'être drôle et belle. Et arrête avec ce bonnet là, putain, arrête. Tu as l'air d'un pervers et crois-moi, je me connais. Arrête! Vos personnages, et notamment celui que vous incarnez dans le film de Charlotte de Turckheim, ont souvent un vrai franc-parler. Putain de bonnet de merde! Oh putain, comment elle parle vite celle-là! Eh mademoiselle, tu veux pas faire Incroyable Talent? Je sais que dans vos spectacles, vos personnages, en général, avaient un phrasé parfois très fleuri. Ouais. Mais vous êtes comme ça dans la vie ou c'est juste quelque chose que vous adorez interpréter? Mais je crois que je suis comme ça dans la vie, je pense, et du coup... je le suis comme ça sur scène. Mais oui, c'est vrai que j'aime bien interpréter ce genre de personnage assez cash, ouais, dans la vraie vie, quoi. Voilà, de pas tourner en rond pour expliquer, faire comprendre quelque chose. D'aller droit au but. On n'a jamais honte de se dire « Oh mon Dieu, là, je viens de sortir une énormité ». Là, j'ai honte, là, déjà. À l'intérieur, je me dis « Tiens, j'aurais peut-être pas dû dire ça. » Peut-être que j'aurais pu formuler cette phrase autrement, mais voilà, la spontanéité fait que parfois, voilà, les choses nous échappent. Est-ce que ça peut être parfois un obstacle face à certains rôles? Est-ce que parfois vous vous dites qu'il faudrait que je sois plus en retenue ou Ouais, sur certains rôles, oui, bien sûr. La comédie, c'est-à-dire que c'est un rythme quand même à avoir. C'est une vraie partition de musique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y a une chute, il y a des ruptures. Donc il faut être assez énergique, je dirais. Et puis il y a des rôles qui demandent beaucoup plus de retenue. Vous saviez qu'en Suède, il y a un programme pour des gens comme Kim qui obtient plus de 30% de réussite? C'est marqué là. Enfin, il y a des multiples thérapies, moi je peux pas tout connaître. Merci, bordel de merde! Vous devriez être autour d'elle comme elle autour de ses papillons. Vous devriez retourner le monde entier pour la sortir de là où elle est tombée. Par exemple, je pense au film de Maïwenn dans Police, où elle me disait, voilà, je veux pas devoir jouer, en fait. Je veux vraiment que tu sois hyper posé, relâché, et que tu dises tout ce qu'elle dit, qui est absolument monstrueux, mais qu'on ne sait pas s'il faut rire, s'il faut pas rire, on rit un peu jaune, on est hyper mal à l'aise. Et
voilà, dans le téléfilm, dans Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils aussi, on m'a demandé d'enlever cette espèce d'énergie qu'on connaît chez moi, parce qu'il y a aussi Scène de ménage qui fait qu'on me connaît beaucoup dans cette série, puisqu'elle passe depuis très longtemps maintenant. Mais je suis comme ça dans la vie. Après, ce que j'aime surtout, c'est d'interpréter des rôles qui sont à l'opposé de moi. On commence à vous les proposer? C'est un rôle très loin de vous? Ouais, on commence pas mal à me proposer. On m'a déjà proposé quand même. Police, c'est venu... Enfin, je veux dire, Maïwenn m'a proposé ça après être venue voir mon spectacle, vous voyez. Donc c'est quand même... En sortant de scène, elle m'a proposé de jouer cette séquence dans son film. Donc là, je me suis dit, bon, c'est marrant parce que... Elle vous a dit un jour? Elle vous a dit un jour pourquoi elle vous avait choisi vous? En fait, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant, non, mais ce qui est génial, c'est qu'on me dit, on sent que, oui, que tu es dans l'humour... Enfin, que forcément, tu es bien dans la comédie. On sent que tu as ta place, en tout cas, dans la comédie. Mais ce que les gens ressentent et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils voient aussi une comédienne. Et en fait, quand j'ai fait pas mal de tournées avec mon spectacle, les gens étaient hyper curieux de me voir dans des choses plus posées, plus calmes, plus sérieuses et plus film d'auteur, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, l'opposé de ce que je fais. Et c'est marrant qu'il y ait cette attente-là, parce que j'étais pas préparée, enfin, je sais pas que j'étais pas préparée à ça, mais j'étais assez surprise et j'étais rassurée à la fois, parce qu'on a peur de faire que de la comédie et qu'on nous propose que des scènes, que des films de comédie. Or, moi, j'ai commencé au conservatoire, donc j'ai fait beaucoup de tragédies. On m'a connue grâce à la comédie, mais voilà, les portes s'ouvrent un peu ailleurs et c'est cool. Les réalisateurs de comédie n'ont pas l'intention de se priver de la folie d'Audrey. On la retrouvera à l'automne dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin, aux côtés de Kev Adams et Jean-Paul Rouve. Elle y sera brune et toujours aussi drôle. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, nous nous intéressons de près aux showrunners, ces super-héros du petit écran en charge non seulement de l'écriture mais aussi de la production d'une série. Un métier qui n'existe qu'à la télévision et auquel Des Doyle, grand passionné du sujet, a consacré un documentaire fascinant. The showrunner is the lifeblood of a television show. It's a collaborative art form, but you still need that one central voice through which all the marvelous creative contributions are processed. Pendant 2 ans, Des Doyle a fait des allers-retours entre l'Irlande, où il vit, et les États-Unis, où il a rencontré une 50aine d'intervenants pour réunir plus de 100 heures de rush. Au générique, des pointures du showrunning, Joss Whedon, Damon Lindelof, Kurt Sutter, Ronald D. Moore, Sean Ryan, Terence Winter ou encore Bill Prady. Le résultat est un film foisonnant qui nous plonge dans les coulisses d'un métier ultra exigeant. Frankly, if you're lucky, you get to take each step along the way. And I did from assistant to staff writer, and then you get a story editor, and then executive story editor, and co-producer, and supervising producer, and co-EP, and then executive producer, and then showrunner if you get a show. For me, every one of those steps is important. You learn something new and the responsibilities get a little bit greater. Your ambition every time you're making an episode is for it to be the best episode that you've ever made. But the reality of the situation is we're writing a script every 10 days. And, you know, we began to realize, like, every episode is not going to be a home run. And we started looking at the seasons as a whole. As difficult and as time-consuming and as stressful as it can be, I mean, creatively to be able to, you know, tell these stories and have the control over it that I do is such a rare thing. You know, there's a lot of people who are great writers who really don't necessarily enjoy the process, and I really do. I love the first draft as much as I love the rewrites. The idea of really having those characters come alive in my head and hearing the words is just. It's the rush for me. Après avoir consacré des années de leur vie à une série, les showrunners ont la plus grande difficulté à s'en détacher. There's a part of me that has a very, very fond sense of nostalgia for the show, but the weight of, for those 6 years, it never left me. It was all that I thought about it when I woke up in the morning. I realized that I had been thinking about it through the night. The burnout rate for showrunners is 100%. 100% of the people who do this stop by their mid to late 50s, whether in success or failure. So that's the problem. It's too good to quit, and it's too hard to do.
If you said to them, the only way that I'm going to be able to produce the next episode is on a hospital gurney with an IV running into my line, they would say, great, what kind of gurney do you like? Because here are 3 choices. And what would you like in the IV? Être showrunner, c'est donc à la fois le plus beau et le plus difficile métier au monde. Days Doll rend hommage à ces conteurs des temps modernes dans ce documentaire indispensable à votre été. Chaque semaine, dans l'Extra Interview, une personnalité nous parle de son amour pour le cinéma et la série. Aujourd'hui, c'est un philosophe ultra cinéphile qui nous accueille chez lui. Il s'agit de Charles Pépin, un homme qui explique des concepts philosophiques à ses élèves de terminale à travers des films et qui donne des séminaires de philosophie chaque lundi dans une salle de cinéma parisienne. À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage qui s'appelle La Joie, il nous raconte ce qui le rend heureux au cinéma. Et ma première question est extrêmement naïve, mais quels sont les films qui vous mettent en joie? Les films tristes. D'accord. J'ai remarqué, c'est comme les chansons tristes, ça me met beaucoup plus en joie que les films gays. Donc par exemple, Mommy de Xavier Dolan, quand je l'ai vu, ça m'a mis en joie. C'est pas que la tristesse qui met en joie, c'est aussi la lucidité par rapport à la tristesse. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile. Ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Et un film est beau dans la mesure où il est gai et triste, où il est ambigu et ambivalent comme la vie, quoi. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, là, il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, t'en de là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Vous savez replacer à peu près le moment où vous, en tant que spectateur, vous êtes passé de je découvre le cinéma et voilà, je découvre un nouveau monde et un divertissement et je suis en train de comprendre l'ampleur des films que je regarde, de leur impact sur moi. Ouais, je me souviens quand même que ça devait être avec Sergio Leone, avec Il était une fois en Amérique. Où là, je m'étais dit quand même, c'est autre chose qu'un voyage, c'est autre chose qu'un divertissement. Il s'agit de toucher la vérité de l'existence d'une manière le moins mensongère possible. C'est ça qui est le basculement, c'est de passer du divertissement à l'effet de vérité. Mais pas la vérité simple, hein, la vérité complexe, la vérité plurielle, la vérité ambiguë. Et dans ce cas-là, c'est le contraire du divertissement. Hein, le divertissement, c'est ce qui nous détourne de l'essentiel. Étymologiquement, c'est ça nous détourne de l'essentiel. Alors que pour moi, les grandes œuvres d'art, les grands films, même sûrement les grandes séries ou les grandes chansons, elles nous mettent dans l'essentiel, justement. Quand je passe des films à mes élèves de philosophie, j'ai beaucoup passé Fight Club, beaucoup passé Rusty James, beaucoup passé Hors Dead de Dreyer, beaucoup passé Matrix. C'est de faire passer des idées, mais sur un mode sensible, et pas sur un mode analytique et intellectuel. Donc de les faire ressentir des grandes visions existentielles, des grandes idées, mais à travers la mise en scène, à travers l'image, à travers la musique, à travers quelque chose qui n'est pas du démonstratif, mais qui est du sensible. Je pense que dans l'émotion, il y a de la pensée, en fait. Pour prendre l'exemple, je sais pas, de Fight Club, ce que ça dit de la consommation, de la propriété, du capitalisme, si je le dis dans un discours, ben on arrive à un niveau d'explication de la chose, mais quand on voit le film, en fait, ça va plus loin. Et j'adore cette idée comme ça d'agrandir le champ de la philosophie, soit par la littérature, soit par le cinéma, c'est-à-dire par une sorte de transversalité, en faisant voyager la philosophie ailleurs, finalement. Est-ce que vous avez l'impression de retrouver votre regard d'enfant devant le cinéma? Par exemple, je viens de voir Interstellar, et ouais, j'étais un enfant. En plus, je comprends pas bien ces questions scientifiques, du temps, la relativité du temps dans l'espace et tout. Et donc là, j'étais un enfant. 4, you become a parent. 3, one thing becomes really clear. 2, and that's that you want to make sure your children feel safe. 1. J'avais mes yeux grands ouverts et j'avais envie de croire, en fait. Et effectivement, il y avait un bonheur à retrouver une crédulité proprement infantile. C'est le fait de faire confiance. Coming back. I love you forever.
potentially habitable worlds right within our reach. Could save us from extinction. Here we go. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce qui marche auprès des élèves, c'est quand les films pensent. C'est quand les films créent du concept. Vous voyez ce que je veux dire? Quand, grâce à une mise en scène, grâce à de l'image, au fond, à de l'image en mouvement, on arrive à penser des choses qu'on n'arriverait pas à penser sans ça. Est-ce que vous avez déjà trouvé une approche philosophique à une série télé, de tout temps? J'ai pas croisé les séries depuis un certain temps. C'est très particulier, j'en suis conscient, vu notre époque. Je pense que c'est une manière juste de différer un plaisir énorme qui va arriver quand j'aurai rencontré ces séries. J'entends beaucoup parler de Borgen, par exemple, etc. Du coup, mes souvenirs datent, mais le premier article que j'ai écrit de ma vie, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était une relecture de Deux flics à Miami à partir de la philosophie allemande du 19e siècle. Je l'ai écrit à 20 ans, mais je pense que quand je regardais Deux flics à Miami, je devais avoir plutôt 14-15 ans. J'aimais bien cette esthétique. Et je me souviens aussi beaucoup de 21 Jump Street avec Johnny Depp, donc c'est très vieux, hein, je m'en excuse. Mais je pense que voilà, comme j'ai un caractère assez addictif, je pense que j'ai peur du temps que ça me prendrait si je tombais dedans. Mais il est clair que dans l'idée de la série, j'imagine, enfin, de l'extérieur, le fait qu'on s'attache, que ça revienne, qu'on attende la suite, je pense que c'est quelque chose qui a une temporalité très intéressante, qui peut-être est plus proche de la temporalité de l'existence réelle que le film. En ce sens-là, ça doit être particulièrement intéressant, ouais. Mais je lisais un article d'un philosophe qui disait que la série remettait en cause le concept philosophique de volonté. Et pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion d'addiction. C'est une faim, c'est un appétit. On a un appétit de la série. C'est vraiment intéressant comme idée, parce que je pense qu'on est dans un moment de la civilisation occidentale où on revient du volontarisme excessif. En fait, pour plein de raisons, l'Occident a été un Occident de la volonté, au fond. Hein, quand on veut, on peut, c'était l'idéologie dominante en Occident. On s'aperçoit depuis un certain temps que c'est une idéologie contre-productive, que souvent trop de volonté tue la volonté, et que parfois des choses adviennent quand on arrête de les vouloir. Du coup, très intéressant de penser que les séries sont parfaitement bienvenues dans ce moment où finalement on commence à mesurer l'impasse de l'idéologie volontariste. Ça me parle beaucoup, mais il faudrait que je vois plus de séries pour en juger. Je pense que c'est une question qui doit faire rire un philosophe. Est-ce qu'il y a un film sans lequel vous ne pourriez pas vivre? Notre vie tient-elle à un film? Il se trouve que dans mon existence, il y a un film qui m'a porté, vraiment, qui m'a accompagné et qui m'a, je pense, aidé à vivre à certains moments. C'est Rusty James de Coppola, avec cette histoire de deux frères, donc Mickey Rourke et Matt Dillon. Leur père, c'est Dennis Hopper, le barman, c'est Tom Waits. C'est Tom Waits? Ouais, il y a aussi Nicolas Cage dans son premier rôle. C'est un très beau film. Je pense que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais pu vivre. Mais j'aurais été un petit peu différent, quand même. Donc les films nous changent. Vous savez, on s'auto-persuade de plein de choses, on se convainc qu'on est telle personne, on s'accroche à son identité sociale, culturelle, religieuse, familiale. Et en fait, ce qui nous libère de ça, c'est d'avoir une émotion esthétique devant un film. Au fond, on découvre qu'on n'est pas celui qu'on pensait être, grâce à certains films, parce que dans la manière dont ils nous touchent, ils nous montrent qu'on est plus complexe que ce qu'on pensait être, ou surtout, en fait, qu'on est un autre, tout simplement. Pour poursuivre le dialogue avec Philosophie et avec Charles Pépin, rendez-vous tous les lundis dans un cinéma parisien. À suivre dans le screen parfait de la poésie, de la drôlerie et du rêve, Bruno Podalides revient avec un nouveau long métrage, le 7e. Il y raconte un voyage au pays de l'enfance. Sa leçon de mise en scène, c'est juste après la fin des conseils avisés d'Isabelle Claire. Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Un photomaton façon Harcourt, une projection de films muets ou des costumes signés Jean-Paul Gaultier pour le 5e élément de Luc Besson. L'exposition à ne pas louper cette semaine, c'est cette très belle rétrospective Gaumont autour du cinéma, art indispensable qui fête ses 120 ans cette année. Le cinéma, c'est pas la télévision, ou la télévision, c'est pas le cinéma. Le cinéma, c'est une image qui vient vous taper sur l'épaule, qui vient vous dire « hé, hop !» Donc, elle ne vous invite pas à vous retourner, elle vous invite à regarder obstinément devant vous. Donc, projection, projet, futur, c'est toujours un art du futur, le cinéma.
Un voyage à ciel ouvert au cœur du 104, au lieu artistique parisien, sorte de fête foraine permanente qui mélange les genres et les publics à l'image même du cinéma. C'est un choix qui a du sens de venir ici. D'abord parce que la Verrière ici, c'est comme un studio de cinéma. C'était l'époque où il n'y avait pas encore de lumière électrique et on profitait du soleil pour filmer. Pour le reste, c'est un lieu aussi où se rassemblent, se croisent toutes les catégories sociales. Et devant un film, beaucoup de différences s'abolissent. Hein. Lorsqu'on pleure tous devant un film ou lorsqu'on rit tous devant un film, les natures de cheveux, les couleurs de peau, les origines sociales disparaissent un peu. L'exposition se vit comme un multiplex de cinéma et le visiteur va au gré de ses envies. Un des trésors en vue, le diorama lumineux, ancêtre du panorama. C'est vraiment l'origine du cinéma. C'est la première fois dans l'histoire humaine que du temps est tombé dans une image. C'est la première fois que le temps est donné à vivre comme une sensation. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et le public doit attendre que ça se termine. C'est-à-dire que le public n'est plus maître du temps devant l'image. C'est l'image qui contient son propre temps. Nous y sommes soumis, comme devant un film. Donc c'est pour ça que c'est ce que je préfère. Des pièces exceptionnelles au cœur d'une très belle scénographie, le tout porté par un lieu ouvert au tout public, c'est réjouissant, à l'image de cette entreprise au joli logo de Marguerite qui n'a jamais failli. Allez, ciao! Aujourd'hui, la leçon de mise en scène se fait en compagnie d'un réalisateur qui s'est entiché de magie. Pas celle qui consiste à faire disparaître la Tour Eiffel, non, celle plus subtile du tour de passe-passe. Eh oui, ça marche. Bruno Podalides nous revient au cinéma avec son nouveau long-métrage, Comme un avion, un cinéma plein d'illusions qui nous délivre des pesanteurs et de l'épaisseur du réel. Bruno, vos films nous font du bien, on peut le dire, mais qu'en est-il pour vous? Est-ce que le cinéma vous permet de prendre vos rêves pour la réalité? C'est une bonne question, parce que je continue de m'interroger là-dessus, en fait. Est-ce que le cinéma permet de réaliser ses rêves, par exemple? Et je ne crois pas, en fait. C'est marrant, mais parce que j'ai mis des rêves un peu dans... C'est plutôt montrer les rêves, plutôt que de montrer la réalité. C'est plutôt montrer ce qu'on imagine. J'ai mis des rêves dans pratiquement tous mes films, et il y en a encore dans celui-là. Bruno Podalides, c'est d'abord un frère, celui de Denis, brillant sociétaire de la comédie française. Ensemble, ils ont commencé à écrire dans les années 90 les scénarios de leur première comédie fantaisiste, constituée d'une grande part d'autobiographie. Une petite entreprise artisanale qui célébrait le burlesque de la vie. Régulièrement, ils nous donnaient des nouvelles de ce pays, qu'ils n'avaient jamais quitté, celui de l'enfance. Un pays tendre et solidaire, délicieusement bizarre, plein de délicatesse, érigé comme une forteresse contre la réalité et ses coups du sort. 8 films plus tard, Bruno s'expose seul dans son nouveau long-métrage pour nous raconter l'histoire d'un homme qui rêve. Qui mieux que lui pouvait incarner ce personnage passionné d'avion qui tombe amoureux du kayak? Épopée solitaire pour son personnage comme son auteur, embarqué dans une nouvelle aventure vers l'absolu, celui de l'humour et de la poésie. Est-ce que ça va, Michel? Je vais partir. Partir? Quand? Où? Pas loin, mais pour être dépaysé. Avec tout ce matériel? Oui, j'accorde une grande importance au matos. C'est bien, hein? Mais t'es prêt, là, hein? J'ai super chaud, en fait. J'ai quand même l'impression que, comme on dit, je viens d'un pays qui serait l'enfance. Donc, j'ai retrouvé ce pays comme un... Comment on appelle ça? Comme un déplacé, oui, oui. Tu viens de loin avec ton canoë? Et tu vas où? Le plus loin possible. Mais le kayak, dans ce film-là, c'est juste un vecteur, un petit tapis volant qui l'emmène un peu presque vers un conte de fées. Comment votre mise en scène s'adapte-t-elle à votre sujet? Je suis persuadé, et ça j'aime cette idée, qu'on trouve sa méthode de travail en fonction du film aussi. Moi, j'ai eu chaque écriture s'est pas déroulée de la même manière parce qu'elle était commandée par l'écriture même. Et le tournage aussi. Ça j'aime bien l'idée de trouver une méthode qui permettra de trouver une forme. Et là, quelle était la méthode pour ce film-là? Ça a été de partir depuis le début, de ne pas avoir d'issue au film. Jusqu'au jour du tournage, j'avais pas vraiment ma fin.
Donc j'ai navigué à vue comme le personnage, je suis embarqué. Et puis l'attachement à la guinguette, je l'ai eu moi en écrivant, parce que j'aime ces endroits. Le courant, il faut savoir le sentir, l'accompagner. Il faut savoir se laisser porter. Le tournage, c'est pareil, on a un peu tourné dans l'ordre du film. On a commencé avec Sandrine à Paris, et j'ai l'impression, en la quittant, Sandrine, de vraiment partir avec l'équipe, tourner la suite. Enfin, on a un peu vécu les moments que le film raconte, ouais. Tiens. Merci. Et t'as pris le L52? Oui. Le Buffarène? Où je l'ai mis? C'était par là. Oh, dis donc, j'ai oublié le PQ. Bah, tu cueilleras des feuilles. Bon, allez. Prends soin de toi. Pourquoi avoir voulu ce plan dans l'eau et à deux? Alors déjà, où on met la caméra, c'est plus déjà le point de vue de moi partant et pas de son point de vue à elle. Il n'y a pas de plan de subjectif d'elle où elle me voit partir, parce que le film est quand même dans mon univers à moi. Je suis déjà parti. Le fait que la caméra est déjà sur la rivière, c'est comme si elle nous attendait. Donc peut-être qu'il y a plus d'arrachement. Comme ça. Et puis, c'est aussi la sensation physique de l'éloignement. C'est-à-dire que, le fait que je me repousse, je pousse mon kayak doucement. Donc voilà, il y a le petit déchirement, mais physique, d'imprimer une distance d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres entre elle et moi, par l'eau. Le fait qu'on... Et j'ai pas coupé non plus au premier coup de pagaie, parce que au début du montage, j'avais un petit peu plus découpé. Et quelqu'un m'avait dit, ah mais le premier coup de pagaie, il faut qu'il soit accompli. Faut pas changer de plan à ce moment-là. Cette femme est lumineuse. C'est très important comme ça qu'il y ait des durées absolument sacrées. Et que, voilà, ces premiers centimètres de séparation sont aussi importants qu'après 5 ou 6 kilomètres, quoi. C'est comme les départs de train au cinéma, qui sont souvent très beaux. On a eu 2 beaux enfants. On a changé 2 fois de lave-vaisselle. On a repeint 3 fois le salon. Et on a surmonté 3 colites néphrétiques. Et on a acheté une jolie petite voiture d'occasion. Le talent de votre cinéma emprunte au burlesque. Ce cinéma où ce sont d'ailleurs les objets qui prennent le pouvoir. Ah oui, alors ça c'est drôle parce qu'il y a une espèce de dialogue où ils évoquent ce qu'ils ont fait ensemble, qui est une espèce de vision très large de leur vie. Ils reconsidèrent 25 ans de vie commune. Et puis je tire le gouvernail qui tombe comme une guillotine. Une espèce de coup près, de clap de fin, en tout cas pour cette partie-là du film. Donc ça c'est amusant rythmiquement, ouais, d'avoir une espèce de mélancolie tendre pour ce qu'ils ont accompli jusque-là. Puis tout d'un coup le gouvernail, clang, quelque chose d'autre s'enclenche. Et puis c'est le burlesque pur, parce que c'est un son marrant. Darling, you can't love one. Darling, you can't love one. Bonjour, c'est joli. C'est une buvette? Oui, le monsieur en fait il cherche un endroit où dormir. Vous pouvez vous mettre au fond du terrain si vous voulez. Vous êtes un passionné de magie au point où vous concevez un tour comme un film, c'est-à-dire avec son histoire et ses personnages. Est-ce qu'on peut inverser cette proposition et concevoir vos films comme un tour de magie? En magie, on fait beaucoup de choses comme ça, des petits gestes, et puis je continue de vous parler, et puis en fait j'ai fait disparaître, tout bêtement. Et on pose des choses comme ça dans un scénario quand on écrit, mine de rien, et qu'après on révèle, on exploite, c'est pas le plus important qui est annoncé, enfin, c'est un jeu... C'est un jeu d'illusion? Oui, c'est un jeu d'illusion. Mais ce que j'aime dans la magie, c'est que c'est une illusion acceptée. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas, on dit je vais vous distraire, je vais vous tromper. Enfin, mais pour le plaisir. Vous savez que c'est faux. On ne prétend pas avoir des super pouvoirs d'hypnotiseur ou de lévitation. C'est le jeu de la tromperie, mais comme le faux qui permet de pressentir le vrai. Dernière question, Bruno Podalides. Pourquoi filmez-vous? Alors, on peut répondre par des coquetteries, genre pour ne pas répondre à cette question, puisque je ne veux pas dire mais montrer. Je filme... comme je photographie. Est-ce que je filme comme je photographie? La réponse peut durer des heures. Parce que j'aime beaucoup photographier aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pas du même ordre. Parce que quand je photographie, je montre avec mon index comme un enfant ce qui m'amuse dans le réel. Alors qu'au cinéma, je mets tout en scène. Je crée
un petit monde. Et à ce moment-là, ça resterait de l'ordre du jeu d'enfant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, André Dussolier sera le héros du dernier Ciné-Série et compagnie de la saison, tout comme les frères Taviani pour une leçon de mise en scène délicieusement joyeuse. Allez, salut!